Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans un contexte vraiment très différent de d'habitude. Je suis actuellement dans un Airbnb en Israël. Je pense que si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'ai de la famille ici en Israël, du côté de mon chéri. Du coup, j'y viens souvent, au moins 1 ou 2 fois par an. Bref, tout ça pour vous dire que, désolé pour le bruit ambiant. Il y a une école primaire juste à côté et ils font des annonces au microphone un peu tout le temps, on va voir. Il y a un frigo qui fait du bruit aussi juste à côté de moi. On va voir ce que ça va donner, mais je suis désolée si la qualité n'est pas la même que d'habitude. Dès la semaine prochaine, on retourne à la normale. Je voulais profiter d'être un petit peu dans un contexte chill. Aujourd'hui, je suis assise sur une chaise devant vous. J'ai pas de sextoy à vous présenter avec moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu me confier. Et je sens que je vais tourner autour du pot pour cette intro qui est déjà trop longue. Parce que c'est pas une vidéo facile pour moi. Je vais vous dévoiler un petit peu tous mes côtés les plus difficiles. Je pense que je vais appeler cette vidéo c'est combats avec moi-même. Toutes les choses avec lesquelles j'ai galéré et je galère encore, qui sont vraiment des trucs entre moi et moi-même. Donc là, je vais pas parler de ce que la société peut imposer, de ce qui peut se passer avec le regard des autres, avec les remarques que j'ai pu me prendre, comme les choses dont j'ai pu parler peut-être dans la vidéo où j'ai parlé de mes années collège et lycée. Je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez des autres vidéos où je parle librement comme ça d'une expérience un peu personnelle. C'est typiquement ce genre de vidéo que je fais aujourd'hui, mais sans centrer le truc sur les années collège-lycée, parce que c'est quelque chose qui se prolonge jusqu'à maintenant et peut-être dans le futur. Il y en aura aussi sûrement des nouveaux combats personnels dans ma vie d'après. Ça dépend des points, mais pour vous dire, j'ai carrément une liste sur mon téléphone pour pas oublier de vous parler de certains trucs. Le premier truc que j'ai envie d'aborder, vous le voyez actuellement sous vos yeux, c'était les ongles, le rongeage d'ongles. C'est quelque chose que je vous ai partagé dans une story sur Instagram il n'y a pas si longtemps et vous avez été énormément à réagir, à répondre, à me dire que c'est quelque chose qui vous pourrissait la vie, enfin entre guillemets, parce que ça rend pas ta vie extrêmement difficile de te ronger les ongles, mais c'est tout le temps là, c'est une habitude, c'est hyper dur de s'en défaire et moi depuis aussi longtemps que je me souvienne, je me suis rongé les ongles. J'avais les ongles courts, vraiment des fois jusqu'au sang, jusqu'à avoir vraiment plus qu'un tout petit bout d'ongle sur mes doigts. Et j'ai tout essayé, ça a été plein de phases différentes avec des mois où j'arrivais à ne plus les ronger et après je rechutais, je retombais dedans et je les rongeais de nouveau. Pour vous citer un petit peu les méthodes que j'ai essayées, évidemment les vernis amers qui, quand on les porte à la bouche, vont nous faire une sensation désagréable et du coup on va arrêter de ronger. Les classiques, déjà, ça marche pas du tout, c'est pas assez dégueulasse pour nous empêcher de le faire. On finit par s'habituer en 1 ou 2 jours et on ronge même si c'est dégueulasse, quitte à être là. Tu ronges quand même parce que c'est tellement... Moi, c'est le truc d'avoir un petit bout d'ongle qui dépasse, qui m'énerve trop. Si par exemple, je touche mes vêtements et que ça accroche, et ben, je vais avoir envie de le ronger pour pas que ça accroche, quoi. Sinon, si j'ai cette sensation, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Et plutôt que d'avoir le réflexe d'avoir une lime à ongles avec moi et de limer le petit bout qui dépasse, et ben, je rongeais. C'est comme ça que ça marchait, mais de toute façon, même s'il n'y avait pas un petit bout qui dépassait, s'il y avait un petit bout que je pouvais choper avec mes dents, j'allais le faire, surtout en situation de stress, surtout quand j'ai rien d'autre à faire de mes mains. Mais même si je suis en train d'écrire à la fac, que je suis en train d'écouter, et ben je pouvais ronger mes ongles un peu tout le temps en fait. Donc le vernis classique, ça n'a pas marché. Après j'ai essayé évidemment le fait de mettre des ongles en gel, des faux ongles, donc soit des capsules, soit des chablons. J'ai essayé plein de techniques différentes. J'ai dépensé des centaines d'euros là-dedans parce qu'à chaque fois, c'était minimum 40 euros, mais la plupart du temps 60 euros. Et ça durait pas si longtemps que ça. On m'a même expliqué que c'était normal. C'est justement, vu que je ronge mes ongles, ils sont poreux ou je sais pas quoi. Ils sont imprégnés d'humidité et du coup, le gel ne tient pas très bien dessus. Donc moi, ça durait grand max 3 semaines, mais la plupart du temps plutôt 2 semaines, voire une seule semaine. Certains ongles tombaient en 3 jours et je retournais chez la prothésiste ongulaire et tout. C'était pas top, en plus c'est très épais, ça se sent et tu passes direct du très court à pas avoir d'ongles qui dépassent de tes doigts du tout
à quelque chose de long et tu sais plus faire tes trucs avec tes doigts, tu sais plus appuyer sur un clavier, etc. C'est pas ce que je conseille parce que surtout, même si vous arrêtez de vous ronger les ongles pendant le temps que vous avez les prothèses ongulaires, une fois que vous les enlevez, et ben déjà vous avez le risque d'avoir envie de les arracher, de les enlever. Moi je vous le confie, le truc, c'est pas du tout le truc à faire, hein. Mais à la fin, quand je voyais que mes ongles, mes faux ongles se décollaient un petit peu sur un côté, et là, je passais mes dents en dessous et clac, j'essayais de les enlever comme ça en tirant dessus en fait avec les dents, en le décollant, des fois par petits bouts parce que ça se cassait, c'est quand même du plastique, c'est un polymère hyper dur, mais ça se casse. Et la colle qu'il y a sous les capsules, en fait, rend les ongles beaucoup plus mous, beaucoup plus smooshy et cassants qu'ils n'étaient avant. Donc en fait, le résultat, c'est que j'avais ma pousse d'ongle sous les faux ongles, j'étais super contente. Waouh, je vais avoir des ongles longs, super, je vais pouvoir arrêter de les ronger. Et ben que nenni, ça se cassait en un coup de vaisselle ou de je sais pas quoi. Ou alors, c'était tellement facile de les ronger un coup, de tirer dessus et de les refaire courts. C'est satisfaisant pour moi de ronger les ongles, alors du coup, je le faisais. Après la période de faux ongles, je retournais toujours à mon état initial sans évolution concrète. C'est un peu comme faire un régime yo-yo, ça servait pas à grand chose si ce n'est à même empirer la situation. Ensuite, un des trucs que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps et qui a vraiment marché pendant une bonne période, c'est le stylo Relax. Donc c'est un peu le même principe que le vernis amer, mais c'est pas un vernis, c'est vraiment un stick comme un marqueur avec un liquide dedans qui rend vos ongles, vos cuticules, votre peau d'une amertume. Oh, c'est dégueulasse, ça vous fait vous tendre la bouche quoi, vraiment, ça vous fait saliver à mort et ça reste dans la bouche. Vous mettez une fois un ongle à la bouche, vous avez la bouche imprégnée de cette odeur horrible. Pendant 1 heure, vous pouvez boire, manger, ça reste dans la bouche, ça reste sur les ongles pendant bien 12 heures, 24 heures. Ils vous disent de réappliquer assez souvent, mais c'est d'une efficacité démente parce que ça, c'est vraiment un goût affreux et ça marche, ça marche. Le seul truc hyper chiant, c'est que ça marche tellement bien qu'en fait, si vous cuisinez avec vos doigts, genre juste vous allez découper un concombre, une tomate, vous la tenez avec vos doigts qui ont ce gel, ce stick dessus, et ben l'aliment, il aura le goût. Vous faites un sandwich, le pain, il aura le goût. Une horreur, donc tu te retrouves à devoir faire la cuisine avec des gants de chirurgien, c'est pas l'idéal. Pareil, en mangeant, il y a des fois où tu te ronges pas forcément les ongles, mais juste t'as de la sauce sur ton doigt, t'as envie de lécher ton doigt un petit peu comme ça et là tout de suite, oh, ça te bousille tout ton repas après. Donc c'était très efficace mais limite trop et ça m'a permis d'arrêter de me ronger les ongles pendant quelques mois. Mais après j'ai eu une période de stress, je sais plus. Il me semble que pour la période d'organisation de mon mariage, j'étais à fond, j'avais peur, enfin voilà, c'est normal, c'est du stress hein. J'avais rongé et du coup, pour mon mariage, pour avoir des jolis ongles, j'avais quand même refait des ongles en gel. Et là, c'est depuis pas longtemps, cette dernière année, que je suis arrivée avec une autre méthode qui était sans artifice, vraiment au naturel, de la même façon que j'ai arrêté de fumer à un moment, sans substitut nicotinique, sans vraiment aide extérieure, mais juste en arrêtant spontanément du jour au lendemain. Et ben je me suis dit, premièrement, j'arrête de ronger cette main-là. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais plus... en général, je fais quelque chose avec ma main droite et je ronge la main gauche. Donc, arrêter de ronger la main droite, c'était assez facile. J'ai commencé par ça. Ensuite, je rongeais que ma main gauche. Vous l'avez remarqué par exemple dans la vidéo ASMR, et ben je le dis explicitement, j'avais des ongles longs déjà sur la main droite et des ongles très courts sur toute la main gauche, sauf le pouce. Les pouces, je les ai jamais rongés parce que ils sont trop durs. Petit à petit, j'arrête de ronger le petit doigt en plus. J'arrête aussi l'annulaire, j'arrête aussi le majeur. Et là, j'en suis rendue à un point où je n'ai plus que l'index de ma main gauche que j'ai rongé il y a peu de temps et que j'essaye d'arrêter maintenant. Comme vous voyez ici, avec mon magnifique vernis Holo Taco. D'ailleurs, c'est un vernis holographique qui vient de la marque de Christine de la chaîne Nailogical. Donc je suis une énorme fan et du coup j'ai commandé les vernis et ils sont magnifiques. Depuis longtemps d'ailleurs, mais avant c'était plus par vague. J'adore prendre soin de mes ongles, appliquer des conseils pour les faire pousser plus vite, mettre de l'huile pour les cuticules, les soigner, faire des manucures. Et c'est encore plus fun avec les ongles un peu longs parce que si vous essayez de faire du vernis
sur un ongle court comme ça, et ben voilà ce que ça donne, hein. C'est pas super top, on touche la peau très facilement parce qu'il n'y a pas de place quoi. Là vous voyez aussi que j'ai rongé un peu la cuticule, elle a commencé à se barrer parce que sur l'ongle qu'on ronge, la cuticule, je sais pas pourquoi, mais elle se forme vachement plus vite et elle sèche. Enfin bon, les rongeurs d'ongles me comprendront, on ronge pas que les ongles. Ça m'est arrivé de ronger aussi la peau qui est vraiment au bout du doigt et l'ongle est tellement court qu'on voit le début de notre peau de doigt, la petite couche extérieure de la peau. Du coup, on peut la décoller un peu, tirer dessus avec les dents. Et ça m'est arrivé de décoller de la peau jusqu'au milieu du doigt, de l'autre côté, d'avoir vraiment la chair à vif sur tout le doigt. Au bout d'un moment, quand on arrive loin du bout du doigt qui a une peau un peu dure, on arrive à se faire décoller la peau jusqu'au sang. C'est affreux, je sais, c'est pareil débile de se dire mais on se blesse comme ça. Je sais pas, il y avait un côté de... ça me détend. En fait, je pense que ça me stressait encore plus. Bref, j'ai toujours ce problème de mettre des choses dans ma bouche. C'était un problème avec la cigarette aussi. C'est le rapport à l'oralité, très sûrement. Les psys confirmeront, etc. et interpréteront en commentaire. Mais voilà, c'est le besoin de sucer quelque chose. C'est très maternel. C'est très primitif parce que c'est ce qu'on fait en tant que bébé. Il y a des gens qui sucent leur pouce toute leur vie, hein. Et ben moi, c'était vraiment besoin de mâchouiller, de sucer quelque chose, de mettre à la bouche. Avant, c'était la clope. Maintenant, c'est la cigarette électronique, le rongeage d'ongles. Maintenant, c'est un petit peu, bon bah... des fois, pour me détendre ou quand je réfléchis, que je suis en train d'écouter quelque chose, et ben je vais me passer les ongles sur la lèvre comme ça. Ou juste, je vais passer mes dents sur le bord de mon ongle, mais sans ronger en fait. Faire comme ça, mais pas pincer avec ma dent. Et du coup, bah, ça abîme pas mes ongles, ça change rien du tout. Surtout s'ils sont protégés par du vernis comme ça, ils sont imperméabilisés. C'est toujours pas très bien au niveau hygiène si j'ai pas les mains propres, mais pour l'instant ça va et c'est déjà beaucoup mieux qu'avant et je considère que je suis sur la bonne voie vu qu'il me reste plus qu'un doigt et j'espère que je vais arriver à arrêter de le ronger. Voilà pour ce qui est des ongles. Si vous êtes dans le même cas que moi, je vous souhaite plein de courage. Il faut vraiment arriver à trouver la méthode qui vous convient. Si c'est faire des prothèses ongulaires tout le temps, pendant 6 mois, 1 an, pourquoi pas? Si vous avez les moyens ou si vous pouvez le faire à domicile. Je sais pas, maintenant il y a des kits avec des petites lampes UV et tout. Pour pas très cher, ça marche très bien. Nailogical, Christine sur sa chaîne, elle en parle très bien, elle explique plein de choses. Si c'est utiliser le Relax, si c'est utiliser ma méthode de on supprime un doigt petit à petit, vous pouvez commencer par juste un doigt que vous épargnez. Juste, allez, le pouce, je le ronge plus. L'index ici, je le ronge plus. Et vous faites ça au rythme qui vous chante vraiment. Quand vous sentez que, ah tiens, ça me fait plus rien de plus ronger ces deux-là, je vais ajouter un. Hop là, et ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines. Il faut vous écouter et faire selon votre ressenti, je pense. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous appliquez une recette à la lettre, mais qui est la recette de quelqu'un d'autre, c'est possible que vous ayez aucun résultat en fait. Je crois que j'ai pas tellement d'autres conseils. Je verrai vos questions dans les commentaires. Un autre combat qui est majeur dans ma vie. J'en ai pleuré, hein, celui-là. Encore les ongles, bon, c'est pas beau, c'est chiant, mais c'était quand même pas au point que ça me pourrissait la vie. Le pire pour moi, c'est l'acné. C'est quelque chose qui me fait me sentir mal au quotidien, encore maintenant et même encore plus maintenant qu'à une certaine époque. C'est une maladie quoi, c'est pas à prendre à la légère. Il y a déjà des vidéos là-dessus, je pense à la vidéo d'Enjoy Phoenix. Il y a une vidéo d'une meuf américaine qui avait justement fait la vidéo The Power of Makeup où elle montre une moitié de sa face sans maquillage ou quelque chose comme ça, qui est vraiment atteinte d'une acné sévère, donc c'est assez marquant. Moi je considère aussi que j'ai une forme d'acné vraiment persistante, vraiment coriace, même si elle n'est pas hyper invasive dans le sens où j'ai vraiment pas de... Je considère pas que j'ai le visage ravagé, quoique il y a certains jours où je me sens ravagée, vraiment. Après, c'est chacun son échelle, il n'y a pas de compétition là-dessus, du genre « Oh non, mais moi j'ai plus d'acné que toi c'est rien ». C'est comme les souffrances, comme peu importe le sujet, on n'est pas là pour faire une compète. Voilà. Mais moi, c'est hyper dur à vivre, c'est l'enfer, quoi. Je me trouve belle.
dans la forme de mon visage, dans la globalité. Mais j'ai l'impression que cette acné, ça me détruit et ça me rend dégueulasse des fois. Des fois, je vais croiser un miroir, je vais faire putain, si j'avais pas cette acné, je serais super cool, quoi, je serais super belle. Mais là, ça fait ado, j'ai 27 ans, j'en ai marre. Et c'est toujours là, et c'est là encore plus qu'avant. Donc pour vous dire un petit peu mon parcours, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir quelques boutons d'acné. Mais d'un autre côté, j'avais aussi commencé ma vie sexuelle assez tôt et je voulais prendre la pilule. Donc d'une pierre deux coups, on m'a donné la pilule Diane 32, Diane 35, je ne sais plus. Une pilule combinée vachement puissante, bien dosée, qui maintenant est récriée par beaucoup de polémiques parce qu'il y a beaucoup de risques de santé associés à cette pilule. En particulier, je fumais en même temps, donc vous imaginez un petit peu les risques que ça me faisait prendre. Mais ça éradiquait l'acné d'une façon radicale. J'avais vraiment plus qu'un petit spot par-ci par-là, mais rien de grave, j'avais globalement la peau lisse, c'était parfait et c'est comme ça que j'ai traversé, à mon avis, la fin du collège et le lycée assez sereinement par rapport à l'acné. Et c'est petit à petit que c'est revenu au fur et à mesure que j'ai changé de pilule. J'en ai essayé plein des pilules parce qu'on s'est aperçu que voilà, la Diane, elle était pas adaptée et que ça me faisait prendre beaucoup de risques quand même. Niveau cardiovasculaire, j'ai aussi des symptômes neurologiques, les migraines avec aura, qui augmentent aussi les risques d'AVC, donc je devenais un profil à risque alors que j'avais même pas la vingtaine, c'était un petit peu dommage. J'ai essayé le Nuvaring parce que de toute façon j'avais des problèmes d'oubli de pilule pour la prendre tous les jours, etc. Mais il n'existe qu'une seule molécule, qu'un seul dosage, qu'une seule marque de contraception par anneau vaginal. Du coup, j'avais pas trop le choix et c'était pas spécialement quelque chose qui luttait contre l'acné. Du coup, c'est normal que petit à petit l'acné soit revenu. Évidemment, la pilule, ça ne traite pas votre acné, ça la bloque parce que ça change vos hormones. Si votre acné est hormonal, vos hormones naturelles reviennent et reprennent le pas sur votre organisme, votre acné hormonal revient. C'est un cache-misère, c'est un bloqueur temporaire, mais ça ne traite pas en profondeur. Peut-être qu'il y a des gens qui, pendant la période où ils prennent la pilule, vont avoir le corps qui change, les hormones qui changent. On passe d'une période d'adolescence à une période d'adulte. C'est possible que du coup l'acné ne revienne pas parce que tout simplement on ne produit plus les mêmes hormones. Moi, je crois que je continue à produire beaucoup d'hormones d'adolescente, même si j'ai 27 ans. Bientôt 28, mais je pense pas qu'arriver à 30 ans, ce soit mieux. Maintenant, depuis que j'ai arrêté la pilule depuis bientôt 2 ans, j'ai forcément mes hormones naturelles qui ont repris le pas et de l'acné qui est super bizarre. Elle se déplace, elle change, elle varie évidemment en fonction de mon cycle. Mais par exemple, à l'adolescence, etc., j'avais beaucoup d'acné au niveau de la zone T, donc tout le front, le nez, le menton, beaucoup les ailes du nez, mais mes joues étaient nickel et mon cou était nickel. Là, depuis quelques temps, depuis à peu près 1 an, ça s'est déplacé sur les joues, donc maintenant j'ai les joues qui sont attaquées, j'ai pas mal de cicatrices, je pense. Je sais pas si je vous mettrai des photos, mais vous avez dû le voir si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, sur mes réseaux sociaux, je suis pas particulièrement à me dire oh je veux absolument montrer mon visage qu'avec du correcteur. Je mets pas non plus énormément de fond de teint. En général, je mets juste un petit peu de correcteur sur les cernes. Voilà, je suis pas obsédée de le cacher parce que j'ai vraiment essayé et je suis encore en train d'essayer de m'accepter et d'accepter mon acné telle qu'elle est. De toute façon, je ne peux pas la cacher. J'ai actuellement, voilà, le menton aussi qui est ravagé encore, les joues, mais dans le cou, c'est assez récent que ça se soit déplacé là. Ça vient des fois jusque derrière les oreilles. Et ici, sous le menton, j'ai vraiment des gros kystes sous la peau qui sont extrêmement douloureux. Donc vraiment, dès que je touche, justement maintenant que j'ai les ongles longs, si vous savez, des fois, on se gratouille un peu comme ça. Si je passe un coup d'ongle sur un bouton là, ça me lance, ça fait une douleur d'un poignard dans la peau. C'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement chiant, c'est gros, on dirait vraiment des pustules. Des fois c'est vraiment très profond sur la peau, je le sens. Du coup ça fait pas un petit point rouge ou un petit point noir ou un bouton blanc qui explose et c'est tout. Là c'est vraiment un truc qui reste des mois peut-être avant
de partir. Encore une fois, pour vous dire tout ce que j'ai essayé, les huiles essentielles, le tea tree, le roll-on Melvita SOS Imperfection, ça marche bien, hein, c'est efficace, ça sèche le bouton, donc ça aide à le faire disparaître un peu plus vite, mais moi, ça ne marche pas pour les faire disparaître complètement, parce que de toute façon, j'en ai d'autres qui vont revenir après et qui vont prendre la place, et c'est non-stop, hein. Il y en a un qui s'en va, l'autre, il est déjà en train de pousser tranquille. C'est allé jusqu'au traitement parce que j'ai eu à la fois mon médecin traitant et des dermatos qui m'ont prescrit des antibiotiques qui me faisaient un petit peu peur parce que par exemple, on me disait attention, 1 heure après l'avoir pris, t'as pas le droit de t'allonger parce que sinon ça peut abîmer ton œsophage. Donc c'est de te dire, l'antibiotique qui te défonce l'organisme. Cette idée, ça me tuait quoi. Je me disais mais putain, pour régler un problème de peau, je suis obligée de me défoncer l'intérieur. Ça me paraît aberrant et du coup j'ai un peu laissé tomber, j'ai un petit peu vraiment mis ça de côté et je me suis dit allez, on va essayer de travailler psychologiquement pour accepter tout ça. Et c'est encore en process, hein. Tout ça pour dire que les traitements, ça n'a pas du tout marché. Évidemment, je connais l'existence du Roaccutane. On sait tous que c'est un médicament dangereux, qui a un traitement extrêmement lourd. Il peut y avoir des conséquences psychologiques, il peut y avoir des conséquences sur la peau. Ça assèche tout le corps. Moi qui ai déjà des problèmes de dos et des douleurs de dos dues à ma scoliose, je sors d'une quinzaine de séances de kiné. Le Roaccutane est réputé aussi pour donner des maux de dos, donc moi je pense que ce serait niette. Mais la principale raison, c'est qu'il faut être sous pilule pour avoir ce traitement. On ne peut pas vous le prescrire si vous n'avez pas en même temps un suivi gynéco avec une prescription de pilule. Et je crois même qu'on vous demande chaque mois un test de grossesse négatif en laboratoire parce que ce médicament cause des déformations du fœtus. C'est dire la puissance de ce médicament et à quel point il peut faire peur. Et si vous avez vu ma vidéo FAQ, vous savez qu'en ce moment, moi, justement, mon but, c'est de tomber enceinte aussi, même si je suis pas hyper pressée et que je pourrais décaler ce projet de vie. Et ben non, j'ai pas envie de prendre le risque de me dire putain, bah si j'arrive à tomber enceinte maintenant et que c'est sous Roaccutane, et ben je suis obligée d'avorter alors que c'est ce que j'essaye de faire depuis déjà 1 an. Non, c'est pas possible. Donc ça colle pas du tout à ma vie à moi. Donc voilà, pas besoin de me rappeler en commentaire que ça pourrait régler mon acné. Je suis même pas sûre parce qu'il y a quand même des récidives avec le Roaccutane. Bref, je galère encore. Là, dernièrement, je m'étais dit, allez, je vais essayer un nouveau dermato une fois de plus. Encore un nouveau traitement. Je crois qu'il existe du traitement au laser, mais il me semble que c'est de la médecine esthétique non remboursée. Donc, c'est des trucs à 500 € la séance. J'ai pas cet argent à dépenser pour ma peau, vraiment, dans ce cas-là, je préfère à la limite essayer de m'accepter comme je suis maintenant. Un dermato classique, j'arrive pas à avoir un rendez-vous avant 6 mois, bon, bref. C'est encore quelque chose qui est en cours, c'est encore quelque chose qui est difficile, qui me complexe. J'arrive à l'oublier dans ma vie quotidienne, j'arrive à avoir confiance en moi malgré ça. J'arrive à faire des vidéos sur YouTube et à me montrer comme je suis sans me plâtrer la gueule et sans mettre un filtre lissant au montage. Ça, soyez-en sûrs. Certes, j'essaye d'avoir la lumière la plus valorisante possible quand je suis chez moi. Et encore que la plupart du temps, c'est de la lumière naturelle. Jamais je mettrai de filtre lissant ou jamais je retoucherai mes photos. Quand je retouche mes photos, c'est vraiment au niveau des contrastes et de la lumière. Et de toute façon, c'est tout ce que je sais faire. Mais je mets pas des coups de gomme sur mon visage. Je crois que ça m'est arrivé de le faire quand j'avais vraiment un gros spot. Si j'enlevais un par un tous les micro-kystes que j'ai sur la gueule, bah il y aurait plus rien en fait. Autant effacer ma gueule. Ça tapisse, hein. Voilà, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là à galérer avec l'acné, à avoir vraiment ce problème parce que c'est dur au quotidien, je le sais. Même si je suis quelqu'un qui arrive à s'assumer et tout, j'ai encore, je pense, une image mentale de moi avec un visage lisse, classique. Quoi, pas non plus une peau parfaite, mais voilà, une peau de personne normale, sans acné. Et si je me croise dans un miroir, dans une vitrine, dans une vitre de voiture, et ben je vais voir ça et ça fout un petit coup, ça fait se sentir pas très bien. Ça m'est arrivé de me dire, putain, mais est-ce que je vais être crédible quand je vais aller acheter une maison ? Est-ce que je vais être crédible quand je vais aller à un rendez-vous d'affaires important ou des trucs comme ça ? Un truc d'adulte, un truc qu'il faut vraiment bien présenter quand même, tu vois. Utiliser mon image
pour quoi que ce soit, et ben voilà, je vais me présenter avec mon acné quoi. Et je me demande vraiment des fois, est-ce que les gens y pensent? Est-ce que les gens le voient? La réponse est sûrement non dans énormément de cas. Je sais que je suis celle qui la voit le plus, cette acné, mais quand même, je me suis vraiment posé des fois la question, est-ce que ça me rend pas un peu moins crédible d'avoir autant d'acné, d'avoir ces bubons dans le cou? Est-ce que les gens pensent que je suis dégueulasse parce qu'il y a cette rumeur absolue que si on a de l'acné, c'est parce qu'on se lave pas bien. Croyez-moi qu'on est les pires et des fois on se lave même trop. Souvent même c'est le problème, c'est qu'on se décape trop la peau hein, et c'est pour ça qu'on a encore plus d'acné. Moi j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de laver trop, j'ai essayé de laver moins, j'ai essayé de laver que à l'eau, j'ai essayé de laver avec tous les produits que j'ai trouvés, anti-acné, tout ça. Tout est pareil, ça ne change rien. Il n'y a pas un produit, pas une de ces solutions qui marche différemment. Alimentation, pareil. Je suis végane maintenant, donc j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai arrêté les produits animaux, j'ai essayé de réduire le gluten, j'ai tout essayé, je ne sais plus. Moi, je pense que c'est mes hormones qui sont comme ça. Et tant que je serai pas enceinte ou que j'aurai pas une pilule qui régule tout ça ou je sais pas quelle solution, juste attendre que mon âge avance et que mon problème après ce soit les rides et non l'acné. Peut-être à ce moment-là ça ira mieux, mais peut-être que j'en aurai toute ma vie de l'acné. Donc il faudra bien se faire une raison et continuer à vivre. Bref, passons au sujet suivant. L'avantage c'est qu'après l'acné, tous les sujets vont être beaucoup plus minimes pour moi. Il y a aussi le problème du poids. Comme une grosse majorité de femmes, mais pas seulement, tout le monde est sous cette pression constante. Ton corps il doit être comme ceci, comme cela. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne du rapport au corps, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui valorise extrêmement tous les corps, qui trouve des personnes magnifiques dans toutes les gammes de poids, dans toutes les morphologies possibles et imaginables. J'ai fait sur ma chaîne il y a maintenant 2 ans je pense, un programme sportif et alimentaire pour remettre à zéro mon physique au niveau de comment je me sentais dans mon corps. Ça a marché, j'ai eu des résultats fabuleux, je me suis sentie extrêmement bien après, mais je pense que je suis à peu près retournée à mon état initial maintenant. Pas en très peu de temps parce que comme je vous le dis, c'est peut-être en 3 ans, mais comme l'autre fois, je prends du poids petit à petit, tellement lentement que j'ai pas vraiment de déclic pour m'en apercevoir. C'est vraiment une fois que je suis arrivée à tel poids, à telle sensation dans mon corps, que je me dis ah ouais, bah voilà. Ça y est, on y est quoi. Et ça fait sens parce que ce qu'il faut c'est rééquilibrer son alimentation et dès qu'on retourne à une alimentation qui n'est pas équilibrée, et ben on retourne à ce poids qui est le poids avec quelques kilos en trop, voilà. Je suis pas du tout en train de me dire que je suis dans une situation ingérable de surpoids ou quoi. J'ai un poids de forme totalement acceptable. Je pense que c'est toujours moins que ce à quoi j'étais avant. On va dire que juste avant de commencer le programme sportif et alimentaire avec mon coaching, je devais être à 67 kg. J'ai réussi à redescendre à peut-être 57, même un peu après la fin du programme sportif en continuant mes efforts. Et là, je crois que je suis repassée au-dessus des 60. Je dois être à 64 en ce moment. Je sais pertinemment que c'est aussi par rapport à ma posture parce que j'ai pas de cambrure du tout. J'ai même plutôt le bassin en avant. Donc forcément, ça accentue ce côté petit ventre rond. Je pense que vous le savez, il y a déjà d'autres femmes qui ont dénoncé ça. Le fait que sur Instagram, vous voyez une meuf super bonne et puis après, vous voyez cette même femme au naturel, et ben elle a pas le même corps qu'on vous montre sur les photos. Il y a vraiment des façons de se tenir qui rendent votre corps plus dans les codes de la beauté d'un corps de femme, et je sais que c'est ça aussi, mais je sens que j'ai le ventre pas tellement gras parce qu'il n'y a pas trop cette couche de gras sous la peau qui ferait une petite brioche. Il y en a un petit peu, mais pas tellement ici. Mais c'est qu'il est rond. Est-ce que c'est mon envie d'être enceinte qui fait que je ballonne complètement et du coup je me fais un ventre de femme enceinte alors que je suis pas encore enceinte? C'est possible, mais voilà, ça fait quand même des mois, peut-être des années que j'ai le ventre extrêmement ballonné. Je sais que ça va mieux
tout de suite après une séance de sport, de yoga, quand je me suis étirée, quand je me suis dépensée et tout. Mais j'ai beau aller faire pipi, aller faire caca, me vider, me sentir bien dans ma digestion et tout, et ben j'ai toujours le ventre rond, comme s'il était blindé d'air, si mes organes prenaient beaucoup de place. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ça, et ça me complexe un petit peu, ça me fait me sentir un petit peu mal parce que, encore une fois, c'est l'image que tu as de toi-même et que tu t'attends à voir quand tu croises un miroir, et quand tu croises quelque chose d'autre, ça te fait un petit « Ah merde, oh zut alors ». C'est pas comme ça que je m'imagine, c'est pas ce que je pense renvoyer, et si c'est en fait ce que je renvoie, bref, voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête. C'est pas conforme à ce que je pense, parce que moi je milite justement pour des corps qui soient beaux sous plein de formes différentes, et pas que sous la forme que moi j'aimerais avoir en fait. Sur ce sujet-là, ça relativise beaucoup aussi le militantisme et tout. On peut être absolument body positive dans sa manière de penser, sa manière de s'exprimer dans nos discours, et pour autant avoir encore cette envie d'être mince, cette envie d'être fit, cette envie d'avoir un corps comme les stéréotypes de genre. C'est hyper difficile, même si on s'est déconstruit rationnellement parlant, émotionnellement parlant et au niveau du ressenti et tout, et ben de changer cet aspect-là, surtout quand on a vécu la majeure partie de sa vie mince, bah c'est pas facile du tout. Des fois je me dis putain, je les cumule. Là en ce moment j'ai une coupe de cheveux de merde parce que vous voyez là j'avais un side cut et je suis en train de laisser repousser, donc forcément j'ai la période de pousse avec cette grosse mèche sur le côté. Quand je m'attache les cheveux c'est pas beau, mais en même temps j'ai envie d'avoir les cheveux attachés des fois quoi. J'ai mes poils sous les aisselles, j'ai mon acné, et je me dis putain mais avec tout ça, mais en fait je suis pas du tout belle selon moi, et comment me sentir belle avec tout ça? Comment être belle dans les yeux des autres et tout, et me sentir bien, en confiance, c'est pas facile. Je vous le dis. Je vous le redis, hein, je suis vraiment pas la pire parce que j'arrive à avoir un quotidien très épanouissant, très normal quoi, sans que ça soit le centre de mon attention tout le temps. Mais faut pas croire non plus, comme certains messages le suggèrent, il y a beaucoup de messages que je reçois de jeunes filles qui me disent « Oh, j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien être aussi libérée, m'assumer et me sentir bien dans mon corps. » Et je lis ça et je fais « Mais attends, c'est pas ce que tu t'imagines hein !» Oui, je vous renvoie ça parce que c'est ce que j'ai envie de dégager, c'est ce que j'ai envie d'inspirer aux gens qui me regardent. Mais qu'on soit bien clair, c'est pas ce que je suis à 100%. Il y a des périodes dans la vie, il y a des périodes dans une journée même. Donc il peut y avoir un matin où je me sens on fleek en partant et en allant à un événement ou quoi. Et rentrer le soir, il s'est passé un truc pas bien, je suis ballonnée, je me sens nulle. Juste, je vais dans un magasin, il y a une fringue trop bien, quand je l'essaye, je me trouve tellement moche avec que du coup, pendant 24 heures qui suivent, je vais me sentir comme une baleine. Ça arrive et ça varie, c'est des up and down, des hauts, des bas. Je peux pas dire que je me sens mal à 100%, mais je peux pas dire non plus que je suis épanouie et 100% heureuse avec moi-même. J'ai encore mes combats et c'est tant mieux d'ailleurs, ils sont jamais finis, il y a toujours un chemin à faire et c'est ça qui fait la beauté de notre vie personnelle, de notre développement personnel. J'y travaille, c'est pas comme si je me morfondais dessus quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petites choses? Il y a eu mes dents. À un moment, j'ai voulu essayer les fameuses gouttières, vous savez, qui petit à petit vous redresse les dents sans être trop visible, sans avoir les fils barbelés qu'on a souvent eu au collège. Moi, j'ai jamais eu d'appareil dentaire de toute ma vie. J'ai pas de déformation majeure qui nécessiterait ça de toute façon, mais j'ai toujours eu cette dent selon les angles et selon la lumière. Cette dent, vu qu'elle est un petit peu en arrière de ses voisines, et ben des fois on dirait qu'il me manque une dent sur certaines photos, avec certains angles. Je sais pas si là ça se verra, je suis quand même face à une fenêtre, mais c'est souvent ouais, quand la lumière est de côté, et ben forcément celle-ci ne prend pas du tout la lumière et du coup on dirait que c'est une pirate quoi. Voilà, c'est très minime parce que ça m'embête pas des masses. J'ai un sourire qui est pas tout aligné, qui est pas tout blanc, et ben tant pis, voilà, ça me dérange pas
plus que ça, mais ça a quand même été un moment. Et demain, si on me proposait, t'as ton programme de réalignement dentaire gratos, est-ce que tu le veux? C'est possible que je dise oui. Je suis bien avec, mais en même temps, si on pouvait corriger un tout petit peu, je serais pas contre. Et j'ai envisagé vraiment d'investir 3000 € dedans. Aujourd'hui, j'y mets pas 3000 €. Je comprends les gens qui ont un complexe par rapport aux dents. Je trouve ça super important dans un visage, en fait, dans un sourire. Il y a des gens qui osent pas ouvrir la bouche à cause de ça. Et vraiment, c'est dur à vivre. Des gens qui rigolent avec la main devant tout le temps. C'est dommage et je sais que c'est difficile à vivre. Moi, j'en suis pas du tout à ce stade-là. Mais il y a des fois où je me suis dit « Ah non, mais je ne veux pas montrer cette photo parce que c'est une photo où l'angle de lumière est pas avantageux pour mes dents. » Donc vous voyez, il y a quand même un petit truc, même si c'est pas no big deal quoi. Pareil, pour rester sur des petits trucs qui m'ont un petit peu gênée, qui sont un petit peu dans mes petits combats personnels mais qui sont pas grand chose, c'est les expressions faciales. C'est que il y a des fois où je me trouve particulièrement inexpressive. Ça a été un combat un peu aussi sur ma chaîne YouTube parce que c'est le contenu de la vidéo, les expressions faciales. Il y a des fois où je parle et j'ai vraiment une expression neutre, un visage détendu et il se passe rien et voilà. Ça m'énerve et il y a des fois où, surtout quand je suis filmée à mon insu, que c'est une vidéo de famille ou un truc comme ça, je vais me dire mais attends, moi là je pensais avoir un grand smile, en fait non. Là je pensais faire une grimace, en fait non. C'est très étrange des fois ce qu'on pense renvoyer et ce qui est la réalité. Ce qui avait beaucoup résonné en moi par exemple, c'était une vidéo, il me semble, de Sophie Rich qui parlait de la bitch resting face, qui est le fait d'avoir l'air méchante, d'avoir l'air en colère ou agressive ou hautaine avec notre visage naturel et détendu. Notre expression neutre quoi. Et alors que en fait, elle n'est pas neutre pour les autres qui nous voient de l'extérieur. Je crois pas avoir eu des remarques que j'avais l'air sévère, mais je trouve que sur les photos, quand j'ai l'impression de faire un visage de photo d'identité, et ben j'ai l'air un petit peu soit triste, soit shooté, soit énervé. Voilà, c'est une remarque, c'est un petit combat personnel qu'on peut avoir. Ça arrive à beaucoup de monde et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle souvent vraiment des traits physiques, des traits d'apparence qui sont sur nous, sur notre corps ou sur notre visage, mais pas forcément des expressions faciales qui peuvent être un petit peu problématiques pour certaines personnes. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très souvent sur les photos, sur les vidéos. Vous pouvez pas savoir à quel point le montage, de voir ma gueule, de voir mes expressions, mes tics et tout, ça m'énerve. Des fois, je me dis juste, mais putain, la phrase, elle était bien dite, juste arrête de faire cette gueule-là, regarde la caméra, fais quelque chose ou fais rien du tout, mais sois vraiment neutre. En particulier sur les trucs où j'essaie d'être drôle. Je trouve que des fois, ce que je dis peut être drôle, mais les expressions faciales suivent pas. Et du coup, ça casse un peu la blague, tu vois. Je suis pas humoriste dans l'âme. C'est pour ça que ça a l'air très fake, très théâtral quand je fais du podcast. Et on me l'a dit, y a pas de souci là-dessus, j'en suis totalement consciente. Et c'est pour ça que j'essaye même de faire de la caricature de podcast et pas d'en faire de façon sérieuse. Voilà. Ça c'est minime, encore une fois, c'est un petit combat personnel, c'est un petit truc qui peut faire chier de temps en temps, mais c'est pas grave du tout. Enfin, un autre truc dont je voudrais parler, qui est encore plus intime, mais aussi beaucoup plus lié à ce que j'aborde d'habitude sur ma chaîne, c'est au niveau du pubis, au niveau des parties génitales et tout. Évidemment, on peut avoir aussi des complexes à ce niveau-là, même si c'est pas une zone qu'on montre tous les jours H24. Et ben c'est quand même une zone qu'on va montrer aux moments les plus intimes, les plus rapprochés de notre vie, pendant les moments tendre, pendant le sexe. Et puis même de toute façon, c'est quelque chose avec lequel on vit, avec lequel on va avoir un rapport, je sais pas, pendant la nuit, pendant qu'on se douche, qu'on se lave. Ça fait partie de nous au même titre que tout le reste du corps. Et je pense que j'ai toujours eu et j'ai toujours, même depuis que j'ai arrêté l'épilation sur tout le reste du corps, j'ai toujours un peu ce truc bizarre, ce rapport un peu étrange, ce petit combat avec l'épilation du maillot. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé parce que justement c'était trop personnel pour moi. Mais en fait, l'idée, c'est que non seulement esthétiquement, j'arrive pas à trouver ce que j'aime moi. Vraiment là, peu importe le regard extérieur, les chéris, tout ça, les partenaires, j'en parle même pas. Vraiment, on sait tous et toutes que ce que je vais dire là, c'est pour vous, que pour vous.
faites ce que vous aimez. Moi, je parle de ça. J'arrive pas à trouver ce qui me fait me sentir bien. J'ai essayé évidemment épilation à la cire avec l'esthéticienne, rasage, dépilation avec de la crème, épilation à la pince à épiler. C'est long, mais je l'ai fait. La tondeuse, j'ai essayé un peu toutes les méthodes. J'ai essayé un petit peu toutes les formes, plus ou moins échancrées. Évidemment, pendant longtemps, j'ai fait au moins l'entrejambe laine pour pas que ça dépasse de la culotte. Là où j'ai un souci aussi, c'est avec les lèvres, vraiment la partie qui est en dessous et qui est autour sur les grandes lèvres. Et là, il y a des poils qui en fait m'irritent, moi, à cet endroit-là. Je sens que si ces deux lèvres se frottent les unes contre les autres et qu'il y a du poil ici, pareil dans la partie vraiment entre le vagin et l'anus, et il peut y avoir un peu des poils ici et je sens qu'ils me gênent. Je sens qu'ils me font me sentir mal ou qu'il y a un peu de PQ qui va rester par là et que ça me fait chier de les avoir. J'ai envie de les enlever, mais si je les rase, la repousse est compliquée. Il y a une période où ils sont drus et du coup ça fait encore pire. Pareil avec la cire, c'est pas facile, je peux pas le faire toute seule là pour le coup. Quand c'est vraiment en dessous, les peu de fois où j'ai essayé toute seule, je me suis fait mal et ça marchait vraiment pas à 100%. Chez l'esthéticienne, c'est nickel. Ça dure un bon bout de temps, c'est pas mal, mais encore une fois, il y a une période de repousse qui est pas top. J'arrive pas à trouver la bonne formule qui pourrait me convenir à moi. Donc c'est vraiment au feeling, mais même quand je fais rien, ça va pas. Et je me dis à un moment, putain, j'ai hâte d'enlever quoi. Et en plus, j'apprécie pas forcément si j'ai des poils pubiens qui vont sortir d'une culotte classique. Hein. Je parle pas d'un string hyper échancré ou quoi que ce soit. S'il y a les poils qui dépassent un petit peu, je m'en fous à la limite de si les gens les voient parce que de toute façon, ils voient mes aisselles, ils voient mes jambes pas épilées. Donc je suis plus à ça près du tout. Mais pour moi-même, c'est assez étrange. C'est un peu... Ah putain, ça c'est mes poils que à moi et à mon chéri. Ça, c'est les poils que je veux pas que les autres voient. Donc, il faut pas qu'ils dépassent de mes sous-vêtements, de mon maillot de bain et tout. C'est plutôt pour ça que j'ai pas envie que ça dépasse. Mais en même temps, si ça dépasse, c'est pas très grave. J'ai eu plein d'occasions déjà de me mettre en maillot de bain et j'étais pas épilée avec le maillot qui était bien pour qu'il y ait pas de poils qui dépassent. Je me suis pas particulièrement sentie mal ce jour-là. J'ai peut-être eu un moment le regard qui descendait et je me disais oh mince alors. Et voilà, j'ai continué ma vie, j'ai pensé à autre chose et tout allait bien. Pareil, sans parler d'épilation, au niveau de la forme même de la vulve, ça c'est quelque chose, je veux en faire une vidéo à part entière de ça pour parler de nos formes de vulve, de comment sont nos vulves et de comment elles sont différentes surtout parce que j'ai eu une période de ma vie à l'adolescence, je me rappelle avoir vraiment demandé à ma mère est-ce que c'est normal que ça soit comme ça. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une partie de mes petites lèvres qui était collée aux grandes sur un côté. Donc ça faisait un petit pli collé à la chair de l'autre lèvre. Voilà. Et je me disais, bah tiens, c'est pas normal. J'ai essayé de pousser, de tirer sur la petite lèvre pour la décoller. Et comment dire que j'ai essayé de me faire mal, quoi. Vraiment, je me suis irritée la peau en essayant de tirer doucement avec mes doigts, quoi. Évidemment, tout est toujours bien allé avec mon anatomie. J'ai pas de difformité qui serait un cas médical. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, ah bah tiens, j'ai vu tel porno là-bas, la vulve de la dame, elle était comme ça, moi elle est pas comme ça, donc je dois avoir un souci. Je suis sûre à 100% que je suis pas la seule. Moi, ça s'est fini très tôt parce que vraiment, en quelques mois, durant l'adolescence, je me suis fait à l'idée quand même que ma vulve elle était comme elle était, elle me posait pas de problème et ça allait très bien. Je vais pas vous dire allez regarder des vulves un peu partout, quoique si vous avez l'occasion, allez-y. Regardez par exemple des illustrations. Il y a par exemple The Vulva Gallery sur Instagram qui présente des centaines de vulves dessinées avec de la peinture, des aquarelles je pense, qui sont trop chou et qui sont toutes différentes en pilosité, en forme, grandes lèvres, petites lèvres. Vous avez vraiment de tout et il me semble que c'est par rapport à des contributions de personnes qui entourent cet artiste, qui lui envoient de façon anonyme et tout. Donc vous avez ici vraiment des vulves de toutes les formes, de toutes les couleurs,
avec toutes les pilosités, épilées ou pas. Vraiment, il y a des choses qui pourront peut-être vous paraître, allez focus là, un petit peu étranges parce que vous en avez peut-être pas vu des représentations comme ça auparavant. Mais en effet, il y a des vulves qui ont des petites lèvres plus grandes que les grandes lèvres, qui dépassent, une plus grande que l'autre, c'est pas forcément symétrique et tout. De la pigmentation, ça c'est absolument normal. De toute façon, les petites lèvres ont plus de mélatonine, plus concentrée à un seul endroit. Du coup, c'est pour ça que c'est une couleur plus intense que le reste de votre corps. Mais c'est pas souvent qu'on a des petites lèvres complètement rose bébé, rose Barbie. Souvent, c'est plutôt brun. Ça dépend vraiment de notre carnation naturelle de toute façon. Certaines personnes ont les lèvres vraiment presque noires. Il n'y a vraiment pas de souci à ça, quoi. Tant que vous arrivez à faire votre vie normalement, sans douleur, vous arrivez à uriner correctement, à faire du sexe comme il vous plaît, et ben il n'y a pas de raison de ne pas être satisfaite de sa vulve, quoi. Mais je l'avoue, même moi qui, je pense, est une vulve assez commune, qui n'a pas de particularité qui sortent grandement de ce qu'on voit dans les représentations classiques, et ben j'ai trouvé le moyen d'avoir un complexe et de me dire « Oh, je suis pas normale ». Donc j'imagine très bien qu'il y a parmi vous des personnes qui ont eu un moment cette pensée-là. Oh, mes lèvres, elles sont trop comme ceci, comme cela. J'ai un trop gros clito. C'est pas élégant, c'est pas joli. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas joli? Mais qu'est-ce que ça veut dire être joli? C'est quoi les critères? Est-ce qu'on peut pas changer les critères? Est-ce que les critères, c'est vraiment les vôtres que vous avez en tête? Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous mes petits combats personnels, les petites galères entre moi et moi, qui me rendent parfois la vie très dure, mais qui en même temps sont des détails et qui ne sont pas ce qui fait que je suis moi. Et quelle était cette phrase bizarre? J'ai envie de dire, c'est pas ces combats-là qui me définissent, voilà. J'ai ma personnalité, je suis Clémence et je suis forte pour tel et tel truc. C'est plutôt ça qui va me définir, c'est ce que j'arrive à accomplir dans la vie, c'est ce que je vis avec les autres, les relations que je tisse. Mais ces petits combats personnels, c'est aussi une toile de fond, c'est quelque chose qui est présent et qui change les choses quand même. Donc je trouve ça important d'en parler. Je veux vous dire aussi que c'est ok d'en avoir, même si il faut travailler dessus. L'idéal évidemment c'est de se sentir bien avec soi-même à 100%, de ne plus avoir de complexes, qu'on appelle ça des complexes physiques, de mauvaises habitudes comme la cigarette, l'alcool, le rongeage d'ongles, peu importe ce que c'est pour vous. D'un côté, je suis aussi contente de les avoir pour toute la satisfaction que ça m'apporte une fois que j'arrive à atteindre mes objectifs par rapport à ces combats-là. Par rapport à mes ongles par exemple, d'être arrivée à un résultat comme ceci maintenant, mais comment vous dire que je suis fière, j'en suis tellement heureuse et je les trouve beaux maintenant, bon sauf celui-là. Ça m'apporte aussi une grande satisfaction personnelle une fois que j'arrive à travailler assez dessus pour me sentir bien. Donc voilà, c'est pas que du négatif. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à me dire un petit exemple sur vous, à partager avec les autres si vous vivez une de ces situations. Si vous avez d'autres solutions aussi, je serais vraiment très heureuse de vous lire là-dessus parce que c'est un peu plus profond que quand on parle d'un sextoy. Je pense que là-dessus, ce qui peut être intéressant aussi, c'est la discussion un peu suivie pour pouvoir vraiment se répondre et tout. Donc là, le lieu, ça va vraiment être le Discord que vous pouvez trouver en description de cette vidéo. Il y a un lien pour arriver à vous connecter à ce Discord. Ensuite, là-bas, il y a toute une équipe modératrice pour vous aider, pour vous protéger, pour parler avec vous. Moi, j'y passe aussi. Je suis parfois avec vous en vocal. Et je pense que pour cette vidéo-là, quelques jours après, ce serait vraiment cool qu'on fasse un vocal dédié. Si ça vous tente, rejoignez-moi là-bas, on en reparle, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de me soutenir, à passer sur mon Utip, mais aussi sur la boutique de mon site web. Ce genre de vidéo, ça me rapporte rien et pourtant, c'est les plus longues à monter. Ça me demande quand même pas mal de travail et j'aimerais en faire plus en fait. J'aimerais pouvoir, par exemple, faire un mois sans partenariat, à faire que des vidéos
qui me tiennent à cœur, sur des sujets de sexualité en général, qui soient du coup pas du tout rémunérés, mais pour cela il va falloir que j'ai votre soutien, sinon je pourrais pas payer mes mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.